L'un des hommes les plus influents de France est breton, et vous connaissez son nom. Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Héritier d'une dynastie d'industriels, il a transformé un empire familial en difficulté en un mastodonte qui réalise désormais 13,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est parvenu à s'emparer de grands médias comme Canal+, C8 ou encore Europe 1. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Excuse-moi mon chéri, tu sais que t'es dans le Bolloré ici. Ouais, Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Comment un homme si discret a-t-il réussi à construire un empire qui influence des millions de personnes partout dans le monde? Quel est son secret pour réussir dans des secteurs aussi variés que les médias, la logistique ou encore l'énergie? Doit-il son succès à son charisme, à sa ruse, à ses méthodes impitoyables? Homme d'affaires redoutable, baron des médias, prédateur industriel, laissez-moi vous conter l'histoire du requin Vincent Bolloré. En fait, on a voulu me donner de l'argent pour que je me taise et que je parte. Voilà, c'est un Bolloré. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Vous êtes encore 52% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. Sur cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine pour vous aider à booster votre patrimoine. Finari, c'est également une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir. Alors, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous sur finari.com. Vincent Bolloré naît le 1er avril 1952. Il est l'héritier d'une longue lignée d'industriels. Tout commence en 1822 lorsque Nicolas Lemarrier fonde les papeteries d'Audet. Plus tard, Jean-René Bolloré reprend l'entreprise et lui donne son nom. Les papeteries deviennent un symbole de réussite régionale. Dans le Finistère, quand on parlait des Bolloré, les yeux s'écarquillaient. C'était une famille extraordinaire, fortunée, qui vivait à égalité avec les grandes familles d'Europe. Les Rothschild, les Peugeot et les Michelin. Vincent grandit donc entre deux mondes. D'une part, le manoir familial à Begmey dans le Finistère, et d'autre part, les salons parisiens. Il fréquente d'abord l'école catholique Gerson dans le 16e arrondissement de Paris avant de rejoindre le prestigieux lycée Jean-Zon de Sailly. Parmi ses camarades, on retrouve un certain Martin Bouygues, futur géant du BTP et des télécoms. Dès cette époque, Vincent montre un tempérament fort et une curiosité sans limite. Une maîtresse de primaire écrira même sur son bulletin « Je me demande si le jeune Vincent ne veut pas prendre ma place ». C'est une phrase qui résume bien son caractère, un enfant déterminé. Dans la famille Bolloré, les relations comptent autant que le travail. La grand-mère maternelle de Vincent, proche d'Edmond de Rothschild, lui apprend l'importance du réseau. Son père, Michel Bolloré, est un industriel respecté qui entretient des liens forts avec des personnes comme Georges Pompidou, le futur président de la République. Ce dernier passe même des vacances avec la famille Bolloré. Ces relations influentes marquent le jeune Vincent. Elles lui donnent un sentiment d'appartenance à une élite, mais elles ouvrent aussi des opportunités. Après des études de finance à l'université de Paris-Nanterre, Vincent rejoint donc la banque Rothschild. Là-bas, il ne tarde pas à faire ses preuves. En 1975, à seulement 23 ans, il est nommé directeur adjoint. Pistonné ou pas, à vous d'en décider. Ces années chez Rothschild lui apprennent tout ce dont il aura besoin pour la suite. Négocier, comprendre les finances d'une entreprise, repérer des opportunités là où d'autres voient des problèmes. En 1981, Vincent Bolloré est donc banquier chez Rothschild, un poste prestigieux où il excelle déjà dans la finance. Mais son regard se tourne vers les papeteries familiales en grande difficulté. Avec son frère Michel-Yves, il décide de reprendre l'entreprise pour 2 francs symboliques. Les papeteries Bolloré, fondées en 1822, traversent alors une crise profonde. Historiquement spécialisées dans les papiers ultra fins pour cigarettes, leur produit principal perd du terrain face à l'évolution du marché. Parmi leurs actifs, la marque OCB est emblématique. OCB, O pour Audet, la rivière bretonne qui fait tourner la papeterie, C pour Cascadec, une usine rachetée et intégrée par la famille Bolloré, et B pour Bolloré. Pour sauver l'entreprise, Vincent sait qu'il doit convaincre. Devant les ouvriers rassemblés dans un entrepôt glacial, il monte sur une pile de palettes pour se faire entendre. Le contraste est saisissant. Un jeune homme qui vient de Paris, élégant, charismatique, face à des ouvriers usés par des années d'incertitude et de crise. Vincent commence son discours. C'est un sacrifice, je le sais, mais c'est le seul moyen de nous en sortir. Lance-t-il en proposant une réduction de 30% des salaires en échange du maintien des emplois. Dans la salle, c'est la colère qui domine, mais quelque chose dans sa manière de parler, dans son assurance presque hollywoodienne, capte l'attention. Les ouvriers finissent par accepter l'offre. Vincent Bolloré ne se contente pas de diriger à distance.
Il arrive, il veut tout voir, il veut tout contrôler, il veut surtout tout comprendre. C'est ce qui le distingue. Il visite les usines, parle aux techniciens et va jusqu'à discuter avec les chercheurs dans les laboratoires. Quand il voit un gars sur la paillasse, il lui demande ce qu'il fait, à quoi ça sert et il donne son avis. Cette implication directe, totale, presque obsessionnelle, contribue à sa réputation de leader visionnaire. Dès la reprise, Bolloré change l'activité principale. Il abandonne progressivement les papiers traditionnels pour se concentrer sur les films plastiques ultra minces, utilisés notamment dans les condensateurs électriques. Ce choix, risqué à l'époque, s'avère visionnaire et transforme l'entreprise. Ensuite, il mise sur l'international. Profitant d'un dollar fort, il oriente les ventes vers les États-Unis, doublant les revenus en seulement quelques années. Et il faut bien le noter, il conserve les emplois. Malgré les sacrifices demandés, il fait tout pour éviter les licenciements, ce qui renforce la loyauté de ses équipes. Et il nous a un peu hypnotisés, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que son discours nous convenait. On sentait bien que cette personne-là avait quelque chose d'exceptionnel. En 1987, Vincent devient le symbole de l'entrepreneur innovant. Il est élu manager de l'année, une reconnaissance pour sa capacité à transformer une entreprise en crise en un modèle de réussite. Dans le monde des affaires, il est même surnommé le petit prince du cash flow en hommage à sa maîtrise financière et à sa capacité à générer des profits. Après avoir sauvé les papeteries Bolloré et généré d'importants profits, Vincent prend un virage audacieux. C'est un contre-pied de tout ce qu'avait fait précédemment sa famille. En 1986, il acquiert la société commerciale d'affrètement et de combustible, la SCAC, posant les bases de son entrée dans le monde de la logistique. Cette acquisition marque le début d'une stratégie ambitieuse, devenir un acteur incontournable des infrastructures stratégiques en France, mais surtout en Afrique. Peu à peu, Bolloré s'implante sur le continent africain. Il obtient la gestion de ports clés comme celui de Lomé au Togo qu'il transforme en un hub régional en eau profonde. Un peu plus tard, c'est Conakry en Guinée ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire qui viennent s'ajouter à son portefeuille. Chaque nouvelle concession de port renforce son emprise au point qu'il en gérera jusqu'à 16 dans des régions stratégiques. Mais son expansion ne s'arrête pas là. Vincent Bolloré investit également dans des lignes ferroviaires comme Camrail au Cameroun ou Citarail reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso pour connecter des zones enclavées aux grands axes commerciaux. Chaque nouveau projet de fret consolide un peu plus son réseau et contribue à accélérer les échanges commerciaux entre ces pays. Au fil des années, son empire africain devient un immense succès. Ses infrastructures modernisées transforment le commerce local et international. Cependant, cette ascension fulgurante s'accompagne également de controverses. En Guinée, Bolloré est accusé d'avoir soutenu la campagne présidentielle d'Alpha Condé en organisant notamment des concerts gratuits. Il a effectué tout cela via son agence Havas, dont on va reparler un peu plus tard. Cela lui aura ensuite permis de décrocher des concessions très intéressantes dans des conditions jugées opaques. Les critiques pointent également les conditions de travail précaires et l'impact environnemental de ces projets, notamment dans les plantations d'huile de palme. Néanmoins, malgré toutes ces polémiques, l'ascension de Vincent Bolloré est perçue comme un atout pour la France face à l'hégémonie chinoise et russe sur le continent africain. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne puisque le groupe Bolloré a quitté le secteur de la logistique en Afrique. En 2022, Vincent Bolloré décide de vendre Bolloré Africa Logistics à l'armateur italo-suisse MSC pour la somme colossale de 5,7 milliards d'euros. Cette vente marque la fin d'une ère de plus de 30 ans de gestion d'infrastructures sur le continent africain. Vincent Bolloré reste néanmoins actif en Afrique, notamment grâce à Canal+, qui fournit ses programmes dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore le Mali. Après avoir amassé des profits colossaux dans l'industrie et la logistique, Vincent Bolloré décide de franchir une nouvelle étape. Comme tout bon milliardaire, il veut posséder ses médias. Non seulement parce que c'est rentable, mais surtout parce que ça donne un pouvoir d'influence. En quelques années, il s'impose comme un acteur incontournable du paysage médiatique français, bâtissant un empire étape par étape. Bolloré a toujours été un joueur stratégique, mais c'est en 1997 qu'il révèle sa capacité à frapper là où personne ne l'attend. Un matin, il appelle Martin Bouygues, son ancien camarade de classe, pour lui annoncer une petite entrée amicale dans le capital de son groupe. Mais derrière cette approche bienveillante se cache une toute autre réalité. En réalité, Bolloré est monté à 17% du capital afin de prendre le contrôle de TF1, l'atout star du groupe de Bouygues. Cela déclenche un séisme dans le monde des affaires. Bouygues, trahi et humilié, le qualifie de voyou. Sous la pression, Bolloré abandonne son projet de prise de contrôle de TF1. Mais il ne repart pas les mains vides. Il revend ses parts avec une plus-value 1,5 milliard de francs. Ce raid, bien que très controversé, marque un tournant. Bolloré
Bolloré n'est plus vu comme un simple industriel, mais comme un stratège redouté, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Fort de cette réputation, il affine sa stratégie en 2005. Après l'échec de TF1, il s'attaque à une nouvelle cible, Havas. Leader mondial de la communication et de la publicité, l'entreprise pèse lourd, tant en termes financiers qu'en influence. Cette fois, Bolloré ne se contente pas d'investir, il veut le contrôle total. Après avoir pris des parts progressivement, il s'impose comme un des principaux actionnaires et décide de jouer un coup de maître. Lors d'une assemblée générale qui restera dans les annales, il fait face à une salle hostile. Montant sur scène avec son calme légendaire, il défend sa vision et désamorce les critiques. Quand je les entends parler de chiffres, excusez-moi, je suis un tout petit peu plus avec quelques doutes. Ce moment de bravoure masque une réalité bien plus cynique. En coulisses, Bolloré a déjà verrouillé sa victoire grâce à un accord secret avec un des actionnaires majoritaires. Une fois en poste, il impose une purge brutale. Le PDG historique, Alain de Pouzillac, est évincé, tout comme une partie du leadership. Grâce à sa maîtrise des coûts stratégiques, Bolloré fait une entrée spectaculaire dans le secteur des médias. Ainsi, il obtient gratuitement dans la foulée une fréquence TNT pour lancer Direct 8. Ce cadeau de l'État devient un tremplin décisif. Au lieu de s'y limiter, Bolloré revend la chaîne à Vivendi en échange d'actions. La manœuvre est aussi simple qu'efficace. Vivendi, le groupe qui possède Canal+, traverse alors une période de faiblesse avec un cours d'action historiquement bas. Bolloré profite de cette faiblesse pour accumuler des parts et devenir progressivement l'actionnaire principal du groupe Vivendi. Une fois aux commandes, il ne tarde pas à remodeler Canal+ à son image. Les émissions satiriques comme les Guignols de l'info disparaissent et sont remplacées par une ligne éditoriale beaucoup plus conservatrice. C'est quoi l'esprit Canal ? Katy Perry. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. Bolloré impose une gestion autoritaire, licenciant des cadres sous couvert de clauses de confidentialité. Après avoir restructuré Vivendi et Canal+, Bolloré s'attaque à Lagardère, un autre fleuron des médias. En 2 ans, il arrive à prendre le contrôle de cet autre groupe familial emblématique. Avec toutes ces acquisitions, Bolloré ne se contente plus de jouer un rôle dans les médias, il les domine. Mais cette domination suscite des controverses. Ses détracteurs l'accusent d'imposer une ligne éditoriale conservatrice, voire de polariser le débat public. Des médias comme CNews ou le Journal du Dimanche sont critiqués pour un virage éditorial jugé trop à droite. Au travers de Vivendi, qu'il contrôle à 30%, Bolloré a le maintien sur le groupe publicitaire Havas dont je vous parlais avant, mais également Universal Music, Gameloft, dans les jeux vidéo, le groupe Lagardère qui inclut notamment des maisons d'édition mythiques comme Hachette, Fayard, mais aussi le Journal du Dimanche, Europe 1, RFM et j'en passe. Il possède également Dailymotion, Prisma Media avec des journaux comme Voici, Géocapital ou Femme Actuelle, et enfin bien sûr le joyau de la couronne, le groupe Canal+, avec la chaîne éponyme mais aussi CNews, OCS et évidemment aujourd'hui C8. Le 16 décembre 2024, le groupe Canal+ est sorti de Vivendi afin de faire son entrée en bourse à Londres. Cela marque une étape significative dans sa stratégie d'expansion. Cette introduction en bourse s'inscrit dans le cadre de la scission de Vivendi qui a pour but de valoriser les différentes entreprises en les rendant indépendantes. Pourquoi ? Eh bien d'abord, il faut savoir que la ville de Londres est la première place financière en Europe. L'autre objectif est de renforcer la visibilité de Canal+ sur les marchés internationaux afin d'attirer des investisseurs beaucoup plus larges. Tous ces médias sont désormais un des principaux piliers de l'empire Bolloré. Les 2 autres piliers étant le transport et la logistique. Le groupe Bolloré est un vrai coffre-fort. Tout en haut de l'organigramme, on retrouve des holdings comme Bolloré Participation SE, Omnium Bolloré ou encore Financière V. Ces entités permettent à la famille Bolloré de concentrer le pouvoir avec un investissement limité. Ce contrôle est ensuite renforcé par un système de cascade où chaque niveau détient des parts du niveau inférieur. En plus de cela, il y a également des participations croisées où certaines entités du groupe détiennent des parts dans d'autres entités. Ce double mécanisme rend la structure extrêmement solide et difficile à attaquer. Si quelqu'un voulait racheter Bolloré SE, l'entité opérationnelle principale, il faudrait aussi prendre le contrôle de la compagnie de Laudet, puis de toutes les holdings au sommet. Ce serait extrêmement compliqué et coûteux, ce qui rend une OPA, une opération hostile, presque impossible. Ces mécanismes garantissent que le groupe reste sous le contrôle de la famille Bolloré, même en cas de tentative de rachat externe. Au centre du schéma, la compagnie de Laudet est la clé de voûte du système Bolloré. Elle contrôle directement Bolloré SE, qui regroupe toutes les grandes activités.
En plus de jouer un rôle stratégique, la compagnie de Laudet permet de centraliser les bénéfices et de les faire remonter ensuite sous forme de dividendes vers des holdings supérieurs. Le groupe Bolloré SE est d'ailleurs coté en bourse. En 2022, à l'occasion du bicentenaire des papeteries Bolloré, Vincent Bolloré annonce sa retraite. Mais comme souvent chez les grands hommes d'affaires, ce retrait n'est que très partiel. Il reste très influent et donne son avis sur les grandes décisions du groupe. La transmission, soigneusement préparée, est désormais entre les mains de ses 4 enfants. Cyril Bolloré, le 3e, succède officiellement à son père comme PDG en 2019 et pilote l'ensemble du groupe. De son côté, Yannick Bolloré, le 2e enfant, dirige Vivendi et Havas. Sébastien Bolloré, l'aîné, supervise discrètement certaines activités stratégiques. Et enfin, Marie Bolloré, la benjamine, porte les initiatives liées à la mobilité électrique, notamment via Blue Systems. Avec une fortune personnelle estimée à 10 milliards de dollars, Vincent Bolloré se classe au 11e rang des Français les plus riches. Alors oui, Vincent Bolloré n'est pas parti de rien. Il a bénéficié d'un héritage prestigieux, mais en grande difficulté. Dans les 40 ans suivant la reprise, il a effectué quelque chose que peu de gens auraient pu faire. La société familiale faisait à peine 20 millions de francs de chiffre d'affaires au moment de la reprise. C'est désormais un empire diversifié, présent dans 127 pays avec un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. Admiré pour son audace et critiqué pour ses méthodes, Vincent Bolloré aura marqué l'histoire du capitalisme français. Alors, visionnaire ou prédateur, je vous laisse me le dire dans les commentaires.